Et donc, moi, je vais entamer un petit peu parler des aspects psychologiques du diabète. Alors, l'intérêt de la question, c'est que le diabète, comme nous savons tous que c'est une maladie chronique et qu'il y a plusieurs étiologies, héréditaires, auto-immuns, infectieux, mais surtout, il ne faut pas oublier l'aspect psychologique du diabète. Alors, les complications physiques sont fréquentes. On a entendu depuis ce matin les complications physiques, mais il y a également des complications psychologiques dont le praticien doit en tenir compte. Et donc, là, on a vraiment la prise en charge de diabète devrait être multifactorielle, donc devait être aussi bien psychologique que physique. Alors, je vais parler essentiellement de deux axes qui sont importants à mon avis. C'est que l'influence du stress et des événements de vie sur la maladie, on peut vraiment entamer un régime, on peut tout faire, mais chez un patient, si il n'y a pas vraiment, on ne régule pas le stress, s'il est dans un milieu stressant, sûrement que le diabète ne va pas être équilibré. Et en même temps, on va parler des relations entre le diabète et certaines pathologies psychiatriques, et particulièrement, donc, il y a la dépression, les troubles anxieux et les troubles de conduite alimentaire. Et je vais insister surtout sur la relation entre le diabète et les troubles dépressifs. Alors, pour le stress, comme vous voyez, c'est que le stress, quand on est devant une situation ou dans une situation stressante, sûrement on peut, s'il est vraiment chronique, le patient peut développer un diabète. Ou dans notre langage comme ça, Tangolo, tension, etc. Et donc, en même temps, le stress, il peut donner les deux situations. On peut avoir des personnes qui vont avoir des hypoglycémies et des personnes qui vont manifester quand le stress est chronique et durable, la personne va développer un diabète. En même temps, le stress va agir sur l'axe hypothalamo-hypophysaire et par la suite, il va y avoir une perturbation des neuromédiateurs, particulièrement la sérotonine, la dopamine, et on peut avoir des troubles psychiatriques comme les troubles dépressifs majeurs ou bien les troubles de comportement et troubles de conduite addictive. Alors, la dépression, comme nous le savons tous, et moi je pense que même si ma présentation est en dernier, moi je pense que la dépression, les troubles psychiatriques et les troubles psychologiques, il faut qu'on pense au début chez un patient, malgré le traitement, et qui n'est pas stabilisé. Alors, toutes les maladies chroniques sont dépressogènes. Toutes les maladies chroniques sont dépressogènes. Et donc, il faut absolument évaluer un patient, d'accord, un patient qui n'est pas stabilisé, donc sous traitement et qui est diabétique. Il faut évaluer la dépression. Les troubles dépressifs chez la population générale, et vraiment la population marocaine, elle est de 25%, à peu près le quart de la population présente une dépression. Et chez les personnes diabétiques, vous voyez la fréquence, selon la classification américaine, est à peu près de 27%. Chez les personnes diabétiques, ils sont plus à risque de dépression. Chez les personnes ayant des antécédents personnels de dépression, ou bien chez les enfants dont la mère est ayant déjà présenté une dépression. Alors, les troubles dépressifs chez les diabétiques, la prévalence est de 31%, pour dire l'importance de la dépression chez les personnes diabétiques. Et tant qu'on a des complications de diabète, tant que les troubles dépressifs ou la prévalence des troubles dépressifs devient de plus en plus important. Là, alors, chez l'enfant, là, pour vous montrer un petit peu l'impact ou l'état de santé chez les personnes qui ont un diabète seul
et les personnes qui ont une dépression avec le diabète. Leur vraiment qualité de santé est mauvaise. Cette diapo montre un petit peu les personnes qui ont des dépressions, là en bleu et en rouge sans dépression. Diabète avec dépression, alors les visites ambulatoires fréquentes, les consultations en urgence fréquentes et la prescription des médicaments est plus importante chez les patients diabétiques avec dépression par rapport aux personnes qui sont uniquement diabétiques. De même, le coût de prise en charge des patients qui sont diabétiques, en bleu, qui ont une dépression, en bleu, sans dépression, en noir avec dépression. Donc le coût est extrêmement élevé quand la personne présente, en plus de diabète, un trouble psychiatrique et particulièrement dépressif. Alors, la relation entre dépression et diabète est d'autant plus importante quand on est devant des complications. Rétinopathie, macro-angiopathie ou atteinte microvasculaire. Et chaque patient, parce qu'on est devant un patient dont les complications sont là, le patient souffre et sûrement il faut évaluer les manifestations du trouble de l'humeur parce qu'ils sont associés. Et généralement, c'est des personnes qui peuvent même abandonner leur traitement ou bien il y a une mauvaise compliance au traitement. Alors, les diabètes et troubles anxieux, alors les troubles, c'est des troubles qui sont fréquents chez les personnes diabétiques, d'autant plus importants s'il a déjà fait des complications, comme des hypoglycémies. Et le médecin, généralement, les troubles sont fréquents, l'anxiété généralisée, les troubles phobiques, les phobies sociales. Et le problème, c'est que c'est très difficile sur le plan opérationnel de faire la part de ce qui revient aux complications de diabète, hypoglycémie, sueur, tachycardie, vertige, à ce qui revient aux troubles anxieux. Et généralement, c'est des manifestations qui sont attribuées plus au diabète, aux complications du diabète, et le diagnostic du trouble anxieux n'est pas évoqué. De même, les troubles de conduite alimentaire sont fréquents chez les personnes diabétiques avec une fréquence de 16% des troubles de conduite alimentaire non spécifiques. Alors les autres complications, donc j'insiste surtout sur le trouble de l'humeur qui sont fréquents, les autres complications comme les conduites addictives. En plus, on peut avoir des personnes qui, malgré leur diabète, vont avoir d'autres conduites addictives. Et juste, j'ouvre la parenthèse pour dire, même quand on a un patient qui utilise plus les smartphones, le smartphone, c'est une addiction. On peut avoir une addiction à côté, donc au lieu des personnes qui, pour remédier à ça, il faut vraiment, comme vous avez bien dit, qu'il faut modérer un petit peu l'utilisation des smartphones. Le remaniement de la personnalité avec régression et des difficultés réactionnelles, et bien sûr, quand on a un patient qui est jeune, avec des complications aussi bien cardiaques, aussi bien cognitives, aussi bien des artériopathies, là, les idéations suicidaires sont fréquentes et malheureusement, on peut avoir des personnes qui peuvent même passer à l'acte. Alors, les problèmes qui sont posés en pratique, c'est que les manifestations, généralement, les manifestations de la dépression sont évoquées, c'est-à-dire dépressives, les manifestations dépressives ne sont pas évoquées par le praticien. Et ils sont attribués à tort uniquement aux manifestations diabétiques. Vous m'excusez, vous ne voyez pas trop, mais je résume la situation. Alors, quelle est l'approche psychologique chez un patient diabétique? Alors, l'intervention doit être précoce. Dès l'annonce de diagnostic. Depuis tout à l'heure, on a évoqué la motivation. Mais moi, je pense que c'est très difficile. Il va y avoir un changement dans la vie de la personne. Et ce changement-là, ce n'est pas facile à faire. Il faut absolument accompagner dès l'annonce vraiment une stratégie de changement. Et il y a ce qu'on appelle les thérapies motivationnelles qu'on utilise aussi bien chez les personnes addictes comme on l'utilise dans toutes les maladies chroniques, chez le diabétique, pour qu'il change d'une position A à une autre position.
Alors, à l'annonce du diagnostic, 3 situations peuvent se poser. Soit le patient, soit il admet la réalité de son état, soit il refuse l'idée d'être diabétique et reste dans le déni de sa maladie, soit il se résigne avec dépit. Alors, le rôle de l'environnement social qui englobe les partenaires, les membres de la famille et les collègues dans l'atténuation de la détresse émotionnelle. Et ce matin, il y a quelqu'un qui a évoqué que même la famille devait changer. Le comportement de la famille devait changer. Moi, je pense que c'est extrêmement important chez un diabétique quand il y a une participation familiale de changement, aussi bien sur le plan alimentaire que sur le plan de comportement. Ça va attribuer, vraiment, ça va pousser la personne diabétique c'est un soutien pour le diabétique. Alors, certaines particularités du diabète chez l'enfant et l'adolescent. Première expérience d'une maladie grave et chronique. Éventuellement, il est hospitalisé et la découverte brutale de la maladie. Donc, le patient n'a pas beaucoup de temps pour s'adapter. Et donc, pour la famille, c'est une lourde responsabilité à assurer la prise en charge vu son jeune âge. Alors, dans un premier temps, cette intervention, donc l'intervention du praticien permet à aider l'acceptation de la maladie. La psychoéducation permet une meilleure prise en charge de la personne malade avec vraiment des mesures hygiéno-diététiques et surtout un accompagnement psychologique. De même, le travail de l'estime de soi, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que le diabétique, il a l'impression qu'il n'est pas comme les autres, qu'il a quelque chose, vraiment, il ne peut pas faire comme les autres. Et donc, il y a un travail à faire sur son estime de soi. Et donc, parfois, et surtout quand il y a des complications, ou bien quand on pose le diagnostic d'un trouble de l'humeur ou d'un trouble anxieux, il faut penser à mettre en place certains traitements, par exemple la venlafaxine ou duloxétine, qui ont une bonne efficacité, aussi bien dans les neuropathies périphériques qu'en cas des troubles de l'humeur. En conclusion, il faut dire que la prise en charge, l'accompagnement psychologique des patients atteints de diabète favorise une meilleure adhésion au traitement, moins d'handicap, une meilleure qualité de vie et bien sûr, c'est là qu'on peut valider le modèle biopsychosocial. Alors, je tiens à dire que vraiment, la dépression, elle est diabétogène et le diabète, elle est dépressogène. Devant chaque patient présentant une dépression, présentant un diabète, il faut penser aux troubles de l'humeur, aux troubles anxieux, et il faut prendre en charge les complications. Donc, une collaboration entre somaticiens et nutritionnistes et psychologues va donner une meilleure qualité de vie à nos patients. Je vous remercie.